Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur Dabaro TV. Nous sommes sur Bénin Dabaro Tour et nous allons recevoir pour vous l'honorable Abdoulaye Gounou. Il est député à l'Assemblée nationale et il est le président de la Commission des relations extérieures, de la défense, de la sécurité et de la coopération. Vous pouvez comprendre avec notre thématique l'extrémisme violent et la cohésion sociale, il était normal de recevoir l'honorable Abdoulaye Gounou. Nous allons également parler des 2KP parce qu'il n'est pas possible de recevoir l'honorable Gounou sans parler du développement de la 4e circonscription électorale. Eh bien, nous ferons également un tour à la politique au sein de l'Assemblée nationale, vote de la loi qui révise le code électoral, rejet de la révision de la Constitution. Nous allons en parler tout de suite et maintenant. Honorable, merci de nous recevoir. Merci beaucoup, Monsieur Barnabas Roukouma. Merci pour vos efforts que vous faites pour informer nos concitoyens. Je vous suis très régulièrement et je vois votre proactivité. Je vois votre intérêt pour le développement du Bénin et en particulier des 2KP. Et vous avez bien fait de noter que les 2KP feront partie du menu de la discussion. Merci beaucoup, honorable. Alors, nous allons planter le décor avec la sécurité. La thématique de cette 4e édition de Bénin Dabaro Tour, c'est l'extrémisme violent et la sécurité, la cohésion sociale. Et vous êtes le président de la commission qui connaît de ces affaires. En charge de la sécurité à l'Assemblée nationale. Absolument. Donc, il était question de discuter avec vous autour de la question. Dites-nous, quelle est l'appréciation que vous faites de la situation sécuritaire aujourd'hui au Bénin, en lien bien sûr avec l'extrémisme violent, les coups des djihadistes que nous observons au niveau des frontières du Bénin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, aujourd'hui au Bénin, comme d'ailleurs dans la sous-région, l'un des défis majeurs, pour ne pas dire le premier défi, il est sécuritaire. Il est d'ordre sécuritaire. Et c'est le lieu de saluer les efforts du gouvernement. Parce que vous avez dû noter que les attaques sont de plus en plus espacées, ça se raréfie. Oui. Par rapport à l'année 2000, quand vous voyez les statistiques, bon, moi j'ai eu accès aux statistiques, par rapport à l'année 2000, 2001, 2002, donc 2004, les attaques sont en train de décroître. C'est pour dire que le gouvernement a fait un effort, est en train et continue de faire des efforts pour repousser ces attaques, pour repousser ces bandes organisées. Tout à l'heure, vous parlez de djihadisme. Pour moi, ce n'est pas le djihadisme, hein, non. Ah bon? Non, absolument, c'est pas la question est plus profonde que ça. D'accord. Ce n'est pas le djihadisme. Il s'agit de quoi? En réalité, la religion n'est qu'un vernis. Ce n'est qu'un vernis, oui. C'est des bandes organisées, sous couvert la religion, qui cherchent de l'espace et qui veulent faire des trafics de tous ordres. Okay. Trafic de drogue. Ce n'est que des alibis. Absolument. La religion n'est qu'un paravent. C'est juste, c'est un vernis. C'est un vernis. Ça n'a aucun lien avec l'islam. Comment vous pouvez expliquer que ces mêmes groupes attaquent des mosquées? Oui. Ils vont perpétrer des attaques, des tueries dans des mosquées, dans des églises, etc. Donc ça n'a aucun lien avec la religion. Je viens comme ça d'un séminaire international sur la question. Je suis rentré hier. On nous a exposé tous les tenants et aboutissants. L'origine. On nous a fait la genèse depuis l'Afghanistan jusqu'en Algérie, en descendant vers les côtes. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites aujourd'hui de la sécurité, de la situation sécuritaire au Bénin et des actions du gouvernement? Non, globalement, elle est satisfaisante. Oui. Globalement, par rapport à ce qui se passe, par rapport, comme je vous le disais, à l'année 2000, 2001, et 2020, 2021, 2022, oui. Globalement, il y a une amélioration. Et nos forces armées, c'est aussi le lieu de les féliciter. De les féliciter et de les encourager parce que nos forces armées aujourd'hui sont de plus en plus aguerries, ont de plus en plus de connaissance du phénomène. Oui. Et le gouvernement accompagne avec des équipements qu'il faut
surtout en matière d'armement. Vous savez, une guerre, ça coûte très cher. Ah oui. Pour faire face à une bande motorisée, puisqu'ils opèrent en bande motorisée, Oui. pour faire face à une bande motorisée, pendant 1 heure, un soldat a besoin de 5 chargeurs. Un chargeur comporte 30 cartouches. Ah oui. Et une cartouche d'une arme individuelle AKM, c'est autour de 4 000 francs CFA. Une cartouche. Oui, autour de 4 000 francs CFA. Ça coûte vraiment cher. Vous voyez? Oui. Donc faites 30 fois 4 000 fois 5 Fois 5. Pour un seul. pour 1 heure. On est autour de 500 000 francs CFA. Ah oui. Que cela coûte. 1 heure de combat par soldat Oui. en termes de munitions. Oui. D'une arme simple individuelle AKM, c'est au moins 500 000. Sans compter le prix de l'arme, sans compter Donc, ouais, les primes ça, ce n'est des que- soldats. Ouais, ce n'est qu'une petite partie, ça. Pour 1 heure. Pour 1 heure. 1 heure de combat face à un groupe djihadiste, un soldat a besoin de 5 chargeurs. Chaque chargeur comporte 30 cartouches. Une cartouche coûte en moyenne 4 000 francs CFA. Ah oui. Vous voyez le coût que ça induit. Ensuite, ça c'est le coût en termes de cartouches, hein, Oui. sans compter les risques pour le soldat lui-même. Il faut que le soldat soit sécurisé, Oui. protégé, des gilets pare-balles, des casques anti-balles, etc. Il faut qu'il soit sécurisé. Tout ça, ça a un coût. La logistique, ça a un coût. Oui. Il faut les nourrir, les soigner, maintenir le moral de la troupe Oui. au top. Oui. Face à des personnes droguées, généralement, les groupes entre griffes djihadistes sont Oui. souvent drogués. Oui. Sinon, un homme normal ne peut pas aller égorger un pays citoyen. Oui, oui. C'est sur le fait de la drogue que tout cela se passe. D'accord. Donc, vous voyez, Le donc aujourd'hui, gouvernement- globalement, je pense que la situation elle s'améliore globalement. Oui. Nous avons de quoi, tout au moins, nous féliciter nos forces armées, surtout pour ce qu'ils font. D'accord. Vous venez de le dire, vous revenez d'un sommet international. Vous avez certainement un certain nombre de conseils à donner aux populations sur leur comportement, sur l'attitude qu'ils doivent adopter lorsque nous sommes en de pareilles circonstances où la sécurité est menacée dans certains endroits du pays. Et ce que je pourrais dire sur ce point, c'est même déjà dans beaucoup d'accords de coopération interétatiques, il faut pouvoir mettre en place un mécanisme d'alerte précoce. Il faut que les populations frontalières surtout puissent alerter. À ce sujet, j'ai toujours dit au ministre en charge des télécommunications Oui. de tout faire pour que tous les villages frontaliers puissent avoir des pylônes d'appel. Tout au moins des réseaux GSM. Oui. Quand vous prenez la zone de Tankonga, Seri, Urfina, Oui. Nasuku, Boro, etc., Firou, par exemple par Firou, Karobago, et de l'autre côté également au niveau de Manamville, pour ne citer que ces villages frontaliers là, Oui. du côté également de Karimama, de Banekwara, tant que ces villages Ils sont pas frontaliers couverts. ne sont pas couverts Oui. par les réseaux GSM, le risque demeure. Parce qu'il faut avoir un système d'alerte précoce. Donc, dès que les populations doivent coopérer, Oui. il faut les éduquer à coopérer. Donc, comme ça, dès que quelqu'un voit un mouvement suspect quelque part, rapidement, qu'il puisse alerter. D'accord. Honorable, pour finir avec cette question, au niveau du Parlement, vous, votre commission, quelles sont les actions que vous menez pour aider le gouvernement pour venir à bout de ces hommes qui foutent la trouille aux populations? Alors, donc, vous savez, le député a 2 grandes fonctions. La fonction législative et la fonction de contrôle parlementaire. Donc, un député ne peut que se mettre dans ces 2 créneaux-là pour exercer ses activités parlementaires. Sur le terrain, concrètement, le député n'a rien d'autre à faire que de contrôler. Donc, par moment, il arrive que la commission se déplace pour aller sur les sites
sur les sites de front pour voir les conditions de vie de nos troupes. Pour voir également les conditions de vie de nos populations. Pour voir également comment les frontières sont occupées par notre pays. Parce que si le pays n'occupe pas, la nature a horreur de vide. Les villages frontaliers, comment est-ce que l'État se matérialise? Comment est-ce que l'État met ses symboles? Ces symboles, les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, tant que l'État ne marque pas sa présence, c'est ça qui amène souvent donc, à une sorte de no man's land, où n'importe qui vient faire ce qu'il veut. Donc, les parlementaires ne peuvent que aller sur place, doper le moral de la troupe, rassurer la population, puisque nous sommes leurs représentants, les rassurer, leur donner des conseils utiles, notamment d'alerte précoce, afin que ces populations puissent coopérer avec les forces de l'ordre. Si les populations ne coopèrent pas, c'est difficile. Au Burkina Faso, par exemple, mais dès que les forces de l'ordre arrivent, c'est encore dans la population que les gens appellent les djihadistes pour dire, bon, ils sont là, hein, les militaires sont là, ils vont à tel ou à tel endroit. C'est fréquent, donc on doit exposer ces choses-là. Et c'est ça, lui, qui fait la difficulté au Burkina Faso. Parce que les populations ne coopèrent pas comme il se doit. C'est maintenant que la tendance se renverse un peu, dans les exposés qu'on a reçus de la part des Burkinabés. Donc, il faut que ces populations coopèrent. Donc, quand on va, c'est les conseils qu'on leur donne. Donc, il faut coopérer. Il faut également que les populations évitent de se mettre sur les sites. Récemment, à Guimard ou chez moi, à Kouandé, vous avez suivi, 3 jeunes qui ont disparu. Ils sont allés dans le parc. Un endroit, il ne faut pas aller. Ils sont allés dans le parc. Jusqu'à présent, nous sommes sur les recherches. La dernière fois, j'ai eu l'occasion de voir chez l'état-major général, le général Baguidi Fructueux, le général Abou, disons tout le haut commandement militaire qu'il a eu la chance et l'occasion de rencontrer. On en a discuté. Donc, ils sont en train, ils n'ont pas baissé la garde, ils n'ont pas baissé les bras. Ils cherchent toujours les jeunes, non ces concitoyens disparus. Est-ce qu'ils ont été enrôlés de force? C'est ce qui est plausible, parce que quand ils prennent les gens, quand c'est les jeunes, ils les enrôlent de force. Ils ne les tuent pas. Moi, j'ai foi que ces jeunes ne sont pas morts. Ils ont été enrôlés de force, probablement. Donc, les jeunes, les populations ne doivent pas aller dans ces zones-là. Il faut éviter de mettre pied dans ces zones d'insécurité. Que les villages frontaliers restent là, que chacun surveille ses mouvements, que les gens évitent de prendre des risques en allant sur ces sites-là. Merci beaucoup, honorable. Parlons de développement présent. Quelle est votre lecture ou votre appréciation de la gestion que fait le gouvernement de la rupture depuis 2016 en termes de développement? Merci beaucoup, M. Barabas. Vous savez, on dit souvent qu'en Bariba, quand on tape le tam-tam de la chasse, quand on tape le tam-tam de la chasse, chacun se soucie de sa marmite. C'est comme ça. Celui qui va à la chasse, c'est sa marmite qui regarde. Oui. Moi, je regarde que ma marmite. Le gibier qui va ramener à la maison. Je regarde que ma marmite. Et je remercie le chef de l'État, le président Talon, et son ministre, l'ancien ministre, Romain, qui a été quand même celui qui a cuisiné pour qu'aujourd'hui, que les 2 KP connaissent un processus de désenclavement. Je t'ai vu, tu as fait une tournée la dernière fois, tu as fait un reportage que j'ai regardé de bout en bout avec Mme Djaké. Oui, Mme Saké. Mme Saké, voilà. Que j'ai regardé de bout en bout, ça permet de voir le niveau d'évolution, etc. Donc, il faut remercier le chef de l'État pour ça. Qui lui crut. Personne ne pouvait croire en cela. Aujourd'hui, ces choses faites depuis 1960, je le dis et je le martèle avec la plus grande conviction possible. Je le martèle avec force et insistance. Depuis 1960, aucun gouvernement, je dis bien aucun gouvernement, de Mbaga jusqu'à Yaïboni, aucun gouvernement précédent n'a songé ou n'est pas arrivé à cette phase, à la phase
de concrétisation. Vous ne pensez pas que c'est précoce votre réjouissance parce que elle n'est pas précoce. Nous avons vu le lancement de la route Djougou, Peonko, Kéru, Banikwara, mais qui jusque-là, visiblement, n'avance pas. Si vous vous réjouissez déjà de ce que... J'ai bien dit que le processus est déjà enclenché. Pourquoi ne pas attendre que tout qu'on ait le bitume? Oui, il faut que je me réjouisse parce qu'une fois qu'on arrive à ce processus, on est déjà au point de non-retour. L'entreprise Hydro Chino Hydro, oui. C'est l'entreprise Chino Hydro qui a le marché de Djougou à l'autre côté. Mais moi, je pense qu'à ce niveau, le gouvernement aurait pu faire 3 lots. Donner les 3 lots et confier ça à des structures différentes. Chino Hydro, je ne dis pas qu'ils sont incapables. Je ne dis pas qu'ils sont incapables. Mais ça va traîner. Ça va traîner. Ça traîne d'ailleurs. Et ça traîne d'ailleurs. Oui. Ça traîne. L'approche aurait été que le gouvernement fasse en 3 lots. Et moi, dans mon petit siège ici, je suggère humblement au gouvernement de résilier 2 lots pour leur laisser un lot. Là, ils avancent. Je suggère fortement au gouvernement de résilier. Parce que nous sommes arrivés au lancement. Ça fait 2 ans. 2 ans. On ne voit pas. On voit concrètement rien. Oui. On ne voit presque pas. Alors, de l'autre côté... c'est vrai, ils ont commencé du côté de Banikwara. J'ai vu. Oui. Nous avons pris par là la dernière fois, mais du côté de Banikwara est encore moins avancé que du côté de Peonko. Bon, donc, dans tous les cas, j'ai comme l'impression que l'entreprise Hydro Chino a une stratégie d'occupation des 3 lots. En même temps. C'est l'impression qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'ils dispersent leurs énergies. Oui. On ne voit pas. C'est vrai, ils sont sur le site. Hein. Oui, ils sont sur le site, mais on ne voit pas. C'est-à-dire, on ne voit pas. Depuis 2 ans, on ne voit pas. Mais par contre, de l'autre côté, quand on prend Natengu Kota, je dis bien, il faut remercier le gouvernement. Ah, oui. Mais c'est manifeste. Il y a des dynamitages, des montages contre dynamite, etc. Et vous voyez, rien qu'à voir l'allure des travaux, il y a de quoi se réjouir. Il y a de quoi se réjouir. Parce que vous savez que les 2 KP, notre chef-lieu de département est à Natengu. Oui. Le préfet doit aller dans le KP en tournée. Oui. Les maires des 2 KP doivent venir à Natengu. Les populations des 2 KP doivent venir à Natengu pour les actes. Je pense que cette route-là, elle est capitale pour toute la circonscription électorale. Absolument. C'est pour toute la circonscription électorale. La route Kota, Natengu, semble lui plus avancée que de l'autre côté. Parce qu'on voit l'entreprise ADOT véritablement à l'œuvre. Et cette voie, elle est capitale par rapport à la circonscription. C'est-à-dire elle est importante pour toute la circonscription électorale. Natengu est le chef-lieu. La ville de Natengu est le chef de lieu, le département. Donc, il doit y avoir de fluidité d'échange entre Natengu et les communes des 2 KP. Donc, les populations des 2 KP viennent faire leurs actes à Natengu. Et le préfet doit aller à Natengu. Bref, l'échange, la circulation entre Natengu et les 2 KP est aujourd'hui très dense. Donc, en cela, cette route-là va aider, elle est capitale donc, pour le désenclavement de l'ensemble de ces communes-là. Il va rester juste, comme je le dirais, pour allier, de quoi on est pour allier Peonko. Ça fait environ 31 km donc, dans les études qu'il y a vues. Donc, c'est le moment de remercier le chef de l'État. Vous savez, pour bitumer une route, hein, pour ce que j'ai suivi et que je sais, ce n'est pas une affaire d'un an. Hein. Non. C'est un processus qui prend du temps. Moi, je vais crier pendant des années. Le premier jour où j'ai mis pied à l'Assemblée nationale, à ce jour, je continue toujours. Pas donner mes coups de pouce. Et pas moi, vous-même, des fois, vous m'attaquez sur ça, Barnabas. Vous m'attaquez pas moi, vous-même, vous m'attaquez pas ça, sur ces questions-là. Donc, depuis 8 ans, pratiquement, c'est le même cri de cœur. C'est le même cri de cœur. Et je dis que le chef de l'État a une oreille d'écoute, une grande oreille d'écoute, parce qu'il a écouté, il écoute le cri de cœur des populations de la cathédrale circonscription que je lui rapporte, que je lui transmets à chaque occasion. Et il me dit, mais Gounou, je me doute fort qu'il y ait une rencontre, toute rencontre entre toi et moi, c'est toujours l'occasion de me rappeler
les routes des deux KP. Il n'y a jamais eu rencontre. Même quand il lui dit bonjour, ce président, il lui dit de nos routes des deux KP. Il rit. Il dit, mais tu as raison. Il dit, mais tu as raison. C'est vrai. Il faut rappeler ça. Ça me relance. Le ministre d'État Biochare lui dit, mais Gono, il nous titille. Chaque fois, il vient nous titiller sur cette route-là. Donc, tout ça, vous savez, c'est vrai, j'ai compris que dans tout système gouvernemental, il faut toujours avoir un représentant ancré dans le système. Si vous n'avez pas, vous passez à côté. Maintenant, parfois, vous en avez, c'est le système qui a de mauvaise foi et ne s'occupe pas de vous. Parce que vous êtes considéré comme acquis. Dès lors que la région est acquise au régime, très peu de régions s'occupent des régions acquises. Les gens pensent qu'il vaut mieux aller faire dans les zones de l'opposition, comme ça s'est passé par le passé, où Djougou qui était dans l'opposition, au gouvernement Yahi, a tout eu. La Donga, Djougou a tout eu. Parce que Djougou était pratiquement dans la ville de Djougou a été cernée par le goudron de toutes parts. La seule sortie de Djougou qui n'a pas de goudron, c'est justement celle qui va dans les deux capés. Il faut remercier le chef de l'État pour la volonté politique qu'il a eue. C'est une volonté politique. Parce que généralement, tout le monde a pu l'observer, hein? Tout le monde a pu l'observer. Mais quand une région, une zone est acquise donc à un pouvoir, il y a un régime, il y a souvent des régimes qui pensent que bon, c'est une zone acquise et ne font absolument rien. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs, là où il y a l'opposition, pour pouvoir attirer les sympathies et inverser la tendance. Les deux KP ont été victimes de ça, sous l'ancienne gouvernance. Parce que ce soit sous la gouvernance des anciens présidents qui ont gouverné pendant longtemps, les deux KP, disons, tout la Takora, toute la circonscription était acquise. Donc, au système, aux deux précédents gouvernements qui ont prévalu. Une priorité pour cette donc, du coup, la zone n'était plus une priorité. Vous avez vu l'investissement massif qu'il y a eu à Djougou, sous le régime Yahi. Un investissement massif. Djougou est cerné de toute part par le goudron. C'est un carrefour. Quand vous sortez sur le goudron du côté du Togo, vous venez de Bassela, c'est le goudron, de Parako, c'est le goudron, de Natemo, c'est le goudron, de Ndali, c'est le goudron. La seule sortie de Djougou, justement, qui n'a pas de goudron, c'est celle qui allait vers les deux KP, vers Péanco. Parce que les deux KP s'étaient montrés des enfants dociles. À 100%. Et donc, ils ont été négligés. Ils ont été négligés. Alors, honorable, vous avez toujours, vous appartenez à la majorité présidentielle, vous êtes du bloc républicain, mais vous criez, comme vous le dites, vous réclamez la réalisation d'un pont, le pont de Kankou, depuis des années. Et vous avez partagé le même parti politique avec le ministre d'État. Le ministre d'État, vous partagez le même parti politique avec le ministre d'État. Vous avez partagé vous partagez le même parti politique avec le ministre des Infrastructures d'alors, qui était du bloc républicain. Mais ce pont, juste aujourd'hui, n'est pas réalisé. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part qu'il y a une volonté manifeste de ne pas écoutez votre cri de cœur, parce que c'est quoi réaliser un pont? Depuis 2016, des dizaines de ponts ont été réalisés au Bénin. Qu'est-ce qui bloque la réalisation du pont de Kankou et celui de Tikoudarou? Bon, monsieur Barabas, d'abord, je vous dirais d'entrée de jeu que cette question-là, vous devez la poser au ministre des TP actuel. C'est lui qui doit savoir pourquoi jusque-là ça traîne. C'est le ministre Torato. Oui. C'est lui qui doit savoir pourquoi ça traîne. Mais cela étant, pour ce que je sais, au niveau de l'information où je suis, il y a en ce moment un avenant en cours pour confier ces deux ponts, le pont Kankou et le pont de Tikoudarou, ce n'est pas un pont, le pont Kankou et le pont de Tikoudarou, donc à l'entreprise Adeoti, qui est déjà là, avec ses équipements. Et disons que j'encourage le gouvernement à le faire. Parce que l'entreprise Adeoti a déjà tous ses équipements sur place. Dès qu'on lui donne ça, ça va faciliter. De même, l'entreprise Adeoti qui est sur place avec ses équipements, ce serait plus judicieux de lui remettre les 30 km qui restent entre Kouandé et Péonko. C'est plus rationnel. Parce que
de donner ça à une autre entreprise qui va déplacer sa base, etc. Lui, il a déjà sa base là. Oui. Moi, je pense que le gouvernement peut le faire. Et je sollicite et demande au chef de l'État, le président de la République, encore une fois de plus, qu'il écoute nos cris de cœur. Ces deux avenants-là, qu'il nous les accorde. Parce que le temps est en train de se griner. Ah oui. Le temps est en train de se griner. Hein. Moi, je regarde l'horloge du mandat. Je regarde l'heure. Ah oui. Il ne reste que 2 ans. Donc, M. le Président de la République, M. le Président chef de l'État, je sollicite que ces deux avenants-là soient concrétisés pour que ces travaux commencent vite. Que rassurer l'entreprise ADOT qui est déjà sur le terrain, non, de ce qu'ils peuvent rester, laisser leur équipement et leur base pour poursuivre les 30 km. Il ne reste que 30 km entre Péonko et Kouandé. Donc, il ne servira pas à grand-chose qu'on dise qu'on va relancer un processus d'appel d'offres passé par là juste pour 30 km. Juste pour 30 petits kilomètres là. Il y a une entreprise qui est déjà là. Chez nous, en Baliban, on dit que quand tu es maillé le serpent, il faut mailler jusqu'à la queue. J'invite le chef de l'État à mailler le serpent jusqu'à la queue. Ça va faire plaisir. Voilà, il n'a qu'à mailler ça jusqu'à la queue, que l'avenant là soit fait. Le pont Kankou, j'apprends que le dossier est au niveau de la CIRAT en ce moment. D'accord. La CIRAT qui gère le dossier. Je sais que vous suivez de très près ce dossier. Donc le ministre Romain, on en a discuté. Donc, il paraît que c'est la CIRAT maintenant qui est en train de cuisiner ça pour la réalisation pour ces ponts-là. Mais ce serait plus des ponts en fer. Ce serait des ponts normaux, paramétrés, avec les normes internationales, quoi. C'est-à-dire juste paramétré pour être bitumé. De sorte que lorsqu'on va bitumer l'axe Kondé-Guilmaro-Kérou, qu'on n'ait plus à reprendre ces ponts-là. Qu'on n'ait plus à reprendre. Ce serait en même temps un investissement durable, comme c'est le cas sur le pont du fleuve Mékrou, entre Firou et Kérou. Donc, le pont est normal, ils ont fait un pont dans les normes. Donc, c'est ce que, ça qui est projeté, ce ne serait plus cette histoire de ferraille qu'il faut mettre à gauche et à droite pour raser après. Nous allons avancer. Je prie que ce soit concrétisé le plus rapidement possible pour le grand bonheur de nos populations. D'accord, nous allons avancer et nous allons parler politique. Alors, politique, depuis 2016, quelle est votre analyse de la situation politique du Bénin de façon globale? Globalement, il faut dire que le Bénin a évolué. On a fait un pas qualitatif, un bon qualitatif, du point de vue de la gouvernance politique. Nous avons fait un bon qualitatif du point de vue de la gouvernance politique. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Mais globalement, on a fait un bon qualitatif. Quels sont les points positifs que vous nommez? Il faut aujourd'hui, la gouvernance des partis politiques, telle que ça se faisait par le passé. Les partis tels que, vous voyez, les partis avant, n'importe qui se lève créer son parti. 10 personnes, il faut juste 120 personnes pour créer un parti avant. Et 10 personnes par département. 12 personnes, le parti est créé. Donc, conséquence, il y avait une prolifération des partis que rien ne distinguait. Sans idéologie, sans vision, enfin, on ne sait pas là où les gens allaient. Donc, aujourd'hui, ce milieu est assaini. C'est assaini. Si vous voulez créer un parti, vous êtes obligé de créer un parti véritablement national. Qui a une implantation dans toutes les communes du pays, les 67 communes. C'est un pas. Ensuite, vous voyez également l'interdiction des alliances et participe également du regroupement des partis. Aujourd'hui, les alliances sont interdites par le code. Donc, et mieux, le code électoral qui vient d'être voté incite de son côté le regroupement des forces politiques. Donc, ça va éviter, ça va réduire l'émiettement. À terme, le Bénin peut avoir 4-5 partis maximum. Des vrais partis qui vont aller en compétition, qui seront présents dans tout le Bénin, dans toutes les communes, dans tous les départements. Et ça va donner lieu à une compétition. C'est de ce Bénin que nous rêvons. Voir un Bénin uni avec des partis politiques forts qui portent donc une idéologie, qui portent une vision, qui portent une gouvernance. Donc, l'UPBR que vous voyez là, c'est deux partis différents, hein, qu'on le veuille ou non. Mais qui c'est deux partis.
Pour l'instant, pour le moment, nous soutenons un seul gouvernement, le gouvernement. Oui. C'est pour le moment. Hein. Oui. Moi, je le dis, c'est pour le moment que nous soutenons. Et c'est le président Patrice Talon qui nous fédère pour le moment. En 2026, nous avons de quoi obéir parrainer un candidat. Nous aurons notre candidat. D'accord. Tout comme le pays aura son candidat. Nous avons de quoi parrainer notre candidat au BR. D'accord. Donc le BR ne sera pas un parti complémentaire de quoi que ce soit. Il ne sera pas un parti qui sera à la traîne. Non, le BR est un parti entier, solide. Et nous sommes en train de travailler à remobiliser notre base. Vous voyez tout le temps dans les deux capés. Oui. Ces temps-ci, vous voyez régulier, à Tokontona, Natengo. Donc, je suis en train de... Vous êtes dans la remobilisation. Donc, je suis dans la 4e circonscription. D'accord. Donc, je suis même en train de faire un programme avec le maire de Natengo et le coordonnateur communal de Natengo pour enclencher la phase de Natengo pour bientôt. D'accord. Après Kérou, bien sûr. Oui. Et puis là, c'est une petite commune qui n'a que 3 arrondissements. Oui. Ça ira très vite. Voilà, donc le BR, ne vous en faites pas. Le BR est un parti qui va se renforcer davantage avec le temps. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci, mais là où il y a souci, c'est dans la révision de la Constitution que vos collègues députés de l'opposition, les démocrates, n'ont pas accepté. Quelques-uns également de votre parti politique ont dit non à cette révision de la Constitution. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'est passé pour que des députés du Bloc républicain votent contre cette révision de la Constitution, qui est pourtant proposée par un député du Bloc républicain? Bon, vous voyez, M. Barnabas, moi personnellement, j'ai voté pour cette révision. Il est voté tout en étant avisé, averti, en tant qu'homme politique du terrain, que ça n'a pas de chance, de passer. Ah bon? Parce que les LD ont la minorité de blocage. Et ils ont dit, nous n'allons pas voter en bloc. Donc dès lors que ceux d'en face ont dit, nous bloquons, il n'y a pas d'alchimie possible. Il n'y a pas ce gris-gris là que vous pouvez faire pour que ça passe. Donc même en votant, donc je restais convaincu que ça n'irait pas loin, eu égard à la position des LD qu'on avait en face qui disent, nous ne votons pas. D'accord. Alors, cela étant, le vote pour moi, le vote de budget s'est passé. Non, les collègues qui n'ont pas voté, on a pris acte. Le vote de la révision de la Constitution. S'il vous plaît, je reprends. Oui. Et dit pour moi, j'allais dire, le vote de la révision de la Constitution, la seconde révision, en 2024 est passée. Pour moi, c'est un vent qui est passé. Il faut regarder en face, il faut regarder l'avenir. Les collègues qui n'ont pas voté cette révision-là, chez nous, je crois, il doit y avoir 4 voix. Il y a 4 voix manquantes. Oui. Donc, ces 4 voix manquantes-là, je considère que chacun s'est exprimé. Donc, c'est la démocratie pour moi qui est en marche. Vous ne pouvez pas avoir dans un parti, ça dit que tout le monde soit d'accord, ça dit que vous pouvez avoir une situation, je ne sais pas. Et avoir tous la même lecture. Enfin, d'unanimité autour de tout. Donc, chacun sa lecture. Et ces petites différences font que vous avez nécessairement quelques-uns qui vont tout le temps, qui vont toujours vous dire attention, ici, je ne suis pas d'accord, attention, je ne suis pas là, je ne suis pas d'accord. Donc ça, moi, je suis très fier de ça et très content de ça, parce que ça montre bien combien de fois la démocratie au Béninois, la démocratie au Bénin fonctionne. Ça montre bien combien de fois la démocratie au Bénin fonctionne. Dans ce cas, qu'en est-il alors de la cohésion au sein du groupe? Non, ça n'a pas impacté. Il n'y a pas d'impact sur la cohésion au sein du groupe, non. La suite, vous avez vu, le code électoral, tous on a voté. Oui. Alors, parlons de ce code électoral. On a voté tous. Donc, ça veut dire que la révision n'a pas impacté. Donc, le groupe est intact. Le groupe parlementaire, BR est intact. Il n'y a pas... D'accord. Parlons du code électoral, honorable. Vous, les partis de la mouvance, vous estimez que c'est un très bon code qui va permettre la vitalité de la démocratie et autres. Mais ceux d'en face disent que ce n'est pas le cas, c'est tout le contraire. Quels sont les points forts, positifs que vous notez de ce code électoral qui a été voté récemment, qui a été relu? Il y a une image que je vois sur les réseaux sociaux, là, où un bœuf qui passait à gauche, son côté gauche est blanc, son côté gauche est noir. Oui. L'autre dit, mais le bœuf là, il est noir. L'autre dit, mais le bœuf là, il est blanc. Il est blanc. Donc, vous voyez, c'est pour dire que... Ça dépend de la position. Voilà, donc ça dépend de la position de chacun. Donc, ceux qui disent que le code est mauvais, ils sont dans leur rôle. Donc, c'est leur position à eux.
Donc, moi, chacun a droit à la différence. D'accord? Et peut-être qu'à notre place, qu'ils auraient fait pareil. Mais même plus. Peut-être qu'à leur place, ils auraient fait plus. Ou peut-être vous auriez fait plus. Peut-être, moi, je ne sais pas. Donc, qui vous souviennent, en 2019, quand on a voté le code qui m'est d'être amendé, oui. C'était les mêmes récriminations. C'était les mêmes récriminations en 2019 quand le code a été voté. Oui. C'est la même récrimination. On a dit, ah, c'est un code ceci, c'est un code d'exclusion. Au finish, ce code 2019 a permis au LD d'avoir 28 députés. Parce qu'ils s'y sont conformés. De la même façon, moi, je ne vois pas en quoi le code actuel va refuser qu'il vienne à l'Assemblée. Il parle de quitus électoral, le quitus fiscal électoral. C'est vrai que le quitus fiscal électoral, c'est vrai, il y a, par le passé, il y a quelques couacs dans la délivrance de quitus. Oui. Moi, je pense qu'il faut améliorer ça, on va améliorer ça. Peut-être le fait de délivrer en ligne, dès lors qu'il va être à jour. De toute façon, on va améliorer, on va voir comment ça va s'améliorer. Il n'y a que là qui puisse attaquer pour parler de quitus. Bon. Normalement, un citoyen qui aspire à être député doit pouvoir s'acquitter de l'impôt. De l'impôt qui est quand même l'expression de la souveraineté de l'État, oui. Pour qu'on puisse s'acquitter de l'impôt. C'est normal qu'on puisse en acquitter. Pour vous, ce code électoral n'a rien de compromis. Sous réserve de ce que la Cour va dire, puisqu'il y a beaucoup de recours, il y en a beaucoup. Oui. Là, c'est le politique qui parle, ce n'est pas le juriste. Sous réserve de ce que la Cour va dire, bon, donc je pense que tout dépendra de la Cour, de ce que la Cour va dire, valider. Bon, maintenant, si c'est le juriste, j'aurais peut-être quelques petites analyses, mais comme on est en politique, je préfère taire la position de juriste et me remettre à votre casquette aux positions de mon professeur Olo, oui. qui m'a enseigné. Oui. Il y a plus de 30 ans qui m'a enseigné. Voilà ce que je vais dire. D'accord. Honorable, c'est très bien que dans un pays, il y ait de la mouvance, de l'opposition. Mais lorsque nous avons un code électoral qui, au même moment, dit aux partis politiques avec 20% dans chaque circonscription électorale pourront avoir des élus et permet au même moment des alliances. Lorsque un parti n'a pas les 20% et il a plus de 10%, peut faire alliance avec un autre parti pour pouvoir... Ce n'est pas des alliances, c'est des coalitions. Des coalitions. Des coalitions de gouvernance. Et nous savons que les partis de la mouvance sont deux. Oui. Et il y a un seul parti de l'opposition qui aujourd'hui... Il n'y a pas un seul parti de l'opposition. Il y a un seul parti de l'opposition aujourd'hui qui est représenté, qui a des députés. Oui. Et la mouvance, deux partis qui ont des députés et des maires. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part, de façon explicite, ceci pourrait créer de préjudice? Parce que là, les partis de la mouvance, avec 10%, déjà peuvent avoir des élus. Or, les autres sont obligés d'avoir forcément les 20%. Qu'est-ce qui les empêche de se mettre ensemble? Soroukma, à la base. Oui. Qu'est-ce qui empêche au LD, MCBE, Restaurer Espoir et MPL, quoi encore là? Ils sont nombreux là. Qu'est-ce qui les empêche de se mettre ensemble eux aussi? Qu'est-ce qui, c'est-à-dire, ils ont quel problème à se mettre ensemble? Mais ensemble, comme on dit chez nous au BR, oui. Ils seront plus forts. Plus unis, plus forts. Plus unis, plus forts. Ben, nous voulons inciter au regroupement. L'objectif de ce code-là, cette disposition que vous voyez là, l'objectif fondamental, c'est d'inciter au regroupement des forces politiques. Oui. Donc c'est d'inciter au regroupement des forces politiques. Au parti les démocrates, au parti de l'opposition. L'opposition de se mettre ensemble également. Mais là, si les démocrates se sentent suffisamment forts à eux seuls, local et seuls, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc chacun, dans tous les cas, on verra aussi à notre niveau de l'UP et du BR, surtout de BR, mon parti, nous allons apprécier au niveau de BR pour voir l'opportunité ou pas de se mettre en coalition de gouvernance avec l'UP, qui est le seul parti de la mouvance que nous connaissons pour l'instant. Oui. Maintenant, il y a les partis intermédiaires là, qui sont ni opposants, ni véritablement avec nous, qui sont là, bon, qui ne sont pas à l'Assemblée. Les autres partis qui ne sont pas de l'opposition, tels que les Mouel Bénin, les UDBN, tout cela peut se mettre ensemble également. Donc, oui, ils peuvent se mettre ensemble. Ils sont là aussi, un certain nombre là, qui sont de l'opposition. Oui, oui. Donc, s'ils ne veulent pas venir avec nous, ils peuvent se mettre ensemble avec les autres. Donc, etc. Entre eux, ils peuvent se mettre. Donc, nous voulons, l'objectif, c'est d'inciter au regroupement des forces politiques pour limiter l'émiettement.
faut limiter l'émiettement. D'accord. Honorable, nous tendons vers la fin de cet entretien. Est-ce qu'en 2024, on l'a abordé de façon rapide, le Bloc républicain a déjà son candidat ou aura son candidat? J'aimerais avoir la certitude parce que vous êtes un membre fondateur du Bloc républicain. Le Bloc républicain aura son candidat. Aura son candidat. À coup sûr. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas encore on n'a pas encore enclenché la désignation. Donc, le mois venu, on va demander qui parmi nous est intéressé. Et vous ne pensez pas que vous êtes en retard parce qu'on voit déjà des suscitations de candidatures? L'affaire de Boko Olivier, à ça qu'on fait allusion. Il paraît qu'il serait même du parti Bloc républicain. Non, il n'est pas. C'est lui votre candidat? Non, il n'est pas membre du BR. Puisque c'est Boko n'est pas membre du BR. Ah bon? Oh oui, il n'est pas membre du BR. Il est de quel parti politique? Ah, je ne sais pas. Puisque il n'est pas membre fondateur du BR. Oui. Non. Il n'est pas, à ce jour, il n'a pas encore adhéré au BR. D'accord. Donc, c'est possible qu'il adhère et qu'il soit le candidat. Le parti est ouvert, s'il adhère, il peut adhérer aussi à l'UP, au BS. Donc, même toi, tu peux adhérer. Hein? Non, moi, je ne suis pas. Donc, même toi, tu peux adhérer. Même ta journaliste qui fait Nanéa, là, elle veut aussi adhérer. Surtout elle qui veut au BR. Donc, ce que fait le OB. Donc, l'ami Boko Olivier, bon, oui. il est dans son droit. Hein. Il est dans son droit, c'est un citoyen digne, qui ne souffre d'aucune indignité. Oui. C'est un citoyen qui jouit de tous ses droits civiques et politiques. Oui. De tous ses droits civils, civiques et politiques. Oui. Donc, s'il veut être candidat, c'est son droit le plus absolu. Personne, je dis bien personne sur la terre ne peut lui interdire. Personne ne peut lui interdire. Maintenant, à lui de se doter les moyens politiques qu'il faut. Surtout que une chose est de vouloir possible d'être candidat. Une chose est de vouloir être candidat, une chose est d'en avoir les moyens d'abord politiques, avant même financiers. Oui. Et encore que le code électoral vient repréciser les choses où il faut forcément appartenir à un parti politique. Il faut d'abord avoir les moyens politiques. Avant même les moyens financiers. Oui, les moyens politiques précèdent les moyens financiers. Oui. Donc, maintenant, comme tout le monde le remarque dans les réseaux sociaux, il est en activité, ces gars sont en action. Bon, maintenant, donc, à lui de s'organiser pour avoir ce qu'il faut. Notamment les parrainages politiques. Il lui faut des parrainages politiques. Donc, c'est à lui de s'organiser pour les avoir. Donc, soit dans un parti, soit au BR, soit au LD, soit à l'UP. Donc, c'est à lui de s'organiser. D'accord. Donc, il y a trois partis là qui ont des députés. Il peut intégrer dans les trois partis. Mais pour l'instant, il n'est pas encore au Bloc républicain. Oh oui, il n'est pas encore pour l'instant au Bloc républicain. Donc, s'il vient chez nous, il sera le bienvenu. Donc, nous voulons quoi? Nous voulons élargir notre parti. Si Boko Olivier vient au BR, eh bien, moi je l'accueillerai, on va l'accueillir à bras ouverts. Donc, notre parti n'exclut personne. Et lui faire candidat? Non, mais là c'est notre débat. D'accord. Qu'il vienne d'abord. Maintenant, ensemble, on va s'asseoir pour voir parmi nous. S'il n'est pas désigné, il va... Est-ce que vous êtes déjà ouvert à ce qu'il vienne et qu'il exprime sa volonté? Il peut venir exprimer sa volonté, mais avec d'autres volontés. Ce n'est pas parce qu'il est venu qu'il est d'office le candidat. Non. D'accord. Ce n'est pas parce qu'il va venir qu'il sera d'office notre candidat. Non. Il vient d'abord, le débat va se faire en notre sein. Oui. Et, bon, mais si c'est lui qui est le mieux placé, bon... Nous sommes suffisamment humbles au BR pour lui dire, bon, c'est pour toi, nous prenons. S'il y a d'autres personnes mieux placées que lui, qui ont des projets plus porteurs, que lui, hein, qui se rapportent davantage de notre ligne politique, notre ligne économique, notre ligne idéologique, eh bien, donc il sera obligé de s'éclipser. D'accord. Merci beaucoup, honorable. C'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Voilà, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer depuis les événements, le vote de la révision, le vote du code électoral et beaucoup d'autres événements. Surtout de dire merci au chef de l'État. Je ne le dirai jamais suffisamment assez. De le remercier pour sa volonté politique d'accompagnement de la 4e circonscription. Le remercier pour avoir déviergé le développement chez nous. Je pèse bien mes mots. Il a déviergé le développement chez nous. Aujourd'hui, le développement dans la 4e circonscription est en marche. Vous l'avez vu, vous avez fait le reportage. Demandez au chef de l'État, par la même occasion,
de manger le serpent jusqu'à la queue. Il n'a qu'à manger le serpent jusqu'à la queue, comme le dit chez moi en Bariba. Qui nous donne 2 petits avenants. 2 petits avenants pour adoucir notre vie là-bas. L'avenant Kwande Peonko, juste 31 km. À Adéoti qui est déjà là, à la même entreprise. Et l'avenant, tant annoncé depuis longtemps qu'il n'est pas encore la réalité, sur les 2 ponts, Tikudaro et le pont Kankou. Remercier le chef de l'État également pour son esprit d'ouverture politique. Parce que moi, il a écouté à plusieurs reprises, au cours de plusieurs concertations. C'est un homme qui est resté ouvert à sa succession. Il est ouvert à sa succession. Même vous, au Banabé, vous pouvez être candidat, si vous voulez. Il a ouvert sa succession ouvertement. C'est rare que le chef de l'État ouvre sa succession. Je vous remercie pour ça. Et j'invite mon parti, le Bloc républicain, à croire en l'avenir. Tous les militants du Bloc républicain à croire en l'avenir de ce parti. C'est un parti destiné à grandir, à se renforcer. Et par la même occasion, tous les militants, je les invite à la remobilisation. Ils ne qu'à se remobiliser. À la base, les combats 2026 ne sont plus loin. S'il plaît à Dieu, nous allons leur présenter un candidat qui sortira de nos rangs. Ils seront un candidat BR. Donc il faut que les militants se remobilisent pour accueillir ce candidat-là. Mais dès lors qu'on leur a désigné, tous, il faut que nous soyons au front pour défendre ce candidat. Je voulais enfin, du point de vue sécuritaire, au plan sécuritaire, dire aux parents des zones frontalières de ne pas tirer le diable par la queue. Qu'est-ce que je veux dire par là? 1. D'éviter de se rendre dans les zones de conflit. Surtout les braconniers. Quand vous tenez un fusil, vous dites que vous allez faire des braconnages. Même l'armée qui vous voit en face est capable de vous tirer dessus. Parce que vous ressemblez à ce que l'armée recherche. Dans un champ de front, vous venez, vous tenez un fusil, vous dites que vous cherchez les lapins ou quoi là. Vous êtes à la chasse. L'armée qui vous aperçoit vous abat immédiatement. Parce que vous êtes confondu à la cible recherchée. En l'état de vos accoutrements, de votre armement, l'armée va vous abattre. Donc, il faut qu'ils évitent d'aller sur les sites. Il ne faut même pas aller là-bas. Même pas, ça dit même pas que ce soit armé ou des armées qui n'aillent pas là-bas. C'est extrêmement dangereux. J'invite les populations riveraines de ces zones-là à coopérer. À coopérer avec les forces de l'ordre. Enfin, je vais demander au ministre en charge des télécommunications de doter ces villages frontaliers, Tankonga, Urfina, c'est vrai, Tankonga, ça a déjà commencé, Urfina, Seri, Firou, etc., Kaobagu, les villages frontaliers qui sont à la limite de Firou, là, il faut les doter des pylônes de communication pour des alertes précoces. S'il n'y a pas d'alerte précoce, les forces de l'ordre ne peuvent pas être à tout moment et au même moment, partout. Il faut aider les forces de l'ordre. Il faut aider l'armée, nos braves et vaillants militaires. Il faut les aider. Aidons-les à nous aider. Aidons-les à nous sécuriser par des alertes précoces. Voilà ce que je voulais dire, M. Barnabas. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou, nous sommes à la fin de cet entretien
que nous avons eu avec l'honorable Abdoulaye Gounou, député bloc républicain de la 4e circonscription électorale, président de la commission parlementaire des relations extérieures, de la coopération, de la défense et de la sécurité. Nous avons parlé de l'extrémisme violent, nous avons parlé de la politique, nous avons parlé du développement des DKP, nous avons parlé également de la révision de la constitution du code électoral. Merci de nous avoir suivis.